sans plus attendre, je vous dis bienvenue à ce 05 PEF, Midi Conférence, qui aujourd'hui se veut une mobilisation des connaissances sur l'autisme, plus précisément ayant pour titre L'autisme, intervenir tôt, oui, mais sur quoi? C'est un plaisir de vous rassembler en si grand nombre aujourd'hui et votre présence témoigne de l'intérêt et l'engagement du secteur à mieux accompagner les enfants dans une perspective d'inclusion. Aujourd'hui, afin de poursuivre cette sensibilisation à l'autisme, la PCA a l'honneur de recevoir le docteur Laurent Motron, psychiatre, chercheur, clinicien et spécialiste cognitif et diagnostic de l'autisme. Dans le cadre de ce midi-conférence, le docteur Motron nous partagera certaines de ses connaissances et curiosités en lien avec ses travaux de recherche sur l'autisme. Si au cours de la présentation, vous avez des questions ou réactions, nous vous invitons à les indiquer dans la boîte de discussion et si le temps le permet, nous pourrons y revenir à la fin de la présentation. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à notre invité, Dr. Laurent Motron. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je ne vais pas vous donner des opinions, je vais vous donner des choses qui sont corroborées par un consensus scientifique. J'ai des opinions aussi. Si Madame Dumouchel a fait appel à moi, elle sait peut-être que j'ai des idées assez tranchées en matière d'intervention. Donc, peut-être que je vais me retrouver en désaccord avec certains d'entre vous. On va voir. Donc, le but de la rencontre, c'est, d'après ce que j'ai compris, d'actualiser les connaissances en termes d'intervention et puis de donner un rationnel pour des nouvelles voies qu'il y aurait actuellement en tirant un trait sur les choses qui ont démontré qu'elles marchaient pas ou peu ou qu'elles étaient éthiquement non satisfaisantes, etc. Alors pour ça, il faut peut-être que je commence par peut-être une dizaine de minutes pour, au niveau scientifique, où est-ce qu'on en est dans l'autisme et de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, tout le monde sait que on parle maintenant de chiffres de prévalence aux États-Unis autour de 4%, mais on a plein de raisons de ne pas faire comme les États-Unis, surtout maintenant. Donc, la vraie prévalence n'est probablement pas celle qui est rapportée aux États-Unis. Et l'augmentation de prévalence qui est toujours rapportée actuellement, elle dépend de la définition qu'on a de l'autisme. Pour faire une histoire courte, l'autisme prototypique, c'est-à-dire un autisme avec retard de langage diagnostiqué très tôt, en général entre 18 mois et 30 mois, mais le plus souvent entre 18 et 24 mois, eh bien celui-là, sa prévalence n'a pas augmenté. Il y en a toujours à peu près 1%. Et ça, c'est vrai sous toutes les latitudes, partout dans la planète, dans tous les groupes ethniques, et quoi qu'on fasse. Donc, on a toujours un humain sur 10, sur 100, qui est un autiste prototypique. Les notions qui sont actuellement complètement démontrées, hors de tout doute, c'est l'aspect familial de l'autisme. Donc, quand on en a un dans une famille, eh bien, chaque nouvel enfant qui vient a une chance sur 4 au lieu d'une chance sur 100 d'être autiste. Alors, ce qui est très, très important et qui est vraiment en question maintenant, c'est de savoir, puisqu'on parle de spectre autistique, donc que vous, probablement, certains d'entre vous sont ou travaillent avec des gens assez différents de ce prototype-là, donc des gens qui ont parlé tôt, ou des gens qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte, ou des gens qui se sont beaucoup, beaucoup transformés au cours de leur vieillissement, tous ces gens-là étant actuellement englobés dans la notion de spectre autistique. Alors, ce qui ressort clairement je dirais, des 5 dernières années de travail scientifique, c'est que l'on soit d'accord ou non avec la notion de spectre, eh bien, les différents grands groupes à l'intérieur du spectre, ils sont pas mutuellement informatifs. Alors ça, je vous demande vraiment de bien vous concentrer là-dessus. Ça veut dire que ce soit au niveau scientifique ou au niveau de l'intervention, ce que l'on peut dire et faire avec des autistes types, donc encore une fois, des autistes qui sont, mettons, totalement non-verbaux jusqu'à ce qu'ils commencent à reparler vers 3 ans et demi, 4 ans, versus ce qu'on peut faire avec un Asperger, versus ce qu'on peut faire avec une personne adulte qui s'est auto-identifiée comme autiste, eh bien, ça n'a à peu près rien à voir. Et ça n'a tellement rien à voir qu'on ne peut probablement pas, quand on a, mettons, une expérience avec des petits autistes de 5 ans, se dire, ah ben, je sais c'est quoi l'autisme, donc je vais travailler avec des Asperger. Et d'une façon encore peut-être plus inquiétante pour certains d'entre vous, quand on s'est auto-identifié comme autiste, eh ben, ça ne veut pas du tout dire automatiquement qu'on sera la meilleure personne pour s'occuper d'un autiste de 2 à 5 ans, contrairement à ce qu'on affirmait haut et clair il y a de ça une vingtaine d'années. Donc, si on prend une notion large du spectre, eh bien,
la science qui est construite à partir de cohortes, donc à partir de grandes populations d'autistes qui ont certains caractères, elle va pas forcément être informative pour d'autres parties du spectre. OK? Alors, ce sur quoi je vais me focuser là aujourd'hui, c'est sur les 2-5 ans. C'est sur donc, j'avais compris que Madame Dumouchel, là, c'était ce que vous vouliez qu'on fasse parce que au niveau de la distribution des ressources, classiquement au Canada et un peu partout dans le monde, on a l'habitude de considérer normal d'intervenir le plus tôt possible, d'où le titre de la présentation, d'intervenir le plus tôt possible et, en tout cas il y a 20 ans, le plus possible. C'était les deux fameux adages, le plus tôt le mieux, le plus le mieux. Toute la planète s'est battue pour ça pendant des dizaines d'années. Alors, cette notion qu'il faut intervenir le plus tôt et le plus possible, eh bien, est-ce que c'est toujours vrai? Et qu'est-ce qu'on a comme indication que ce soit toujours vrai? Or, les services actuellement se focusent toujours sur cette période-là. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout la distribution des services dans votre place, mais au Québec, il était classique que les gens arrivent à obtenir un 12 à 15 heures par semaine pour un enfant de 3 ans et qu'on n'arrive pas à trouver une demi-heure par 3 mois pour un adulte. C'était la répartition et les gens avaient tous cette espèce d'idée, oui, mais si on agit tôt, on va faire qu'il va aller mieux, et puis quand il sera adulte, il n'aura plus besoin de service. J'espère que vous avez dépassé cette idée-là. Elle est, je dirais, triplement fausse. Euh, et je vais essayer de vous en convaincre. Actuellement, la répartition des services entre l'enfance et l'âge adulte, elle est globalement construite à partir de certitudes qui étaient celles des gens dans les années 85-90, et ces certitudes étaient basées sur des erreurs. Donc, je serais très tranché là-dessus. L'erreur principale étant que on peut, avec une intervention intensive, faire que des gens ne se retrouvent plus autistes à l'âge adulte d'une façon telle que ce soit finalement un bon investissement de consacrer énormément de temps pendant l'enfance, puisqu'il n'y aurait plus besoin de ça à l'âge adulte. Ceux d'entre vous qui ont fait des études académiques là-dessus savent probablement que ça vient d'un papier qui a été sorti en 87 d'un gars qui avait un prix qui s'appelait Lovas, qui a fait quand même une certaine carrière dans la planète après, et qui disait que 47% des enfants qui suivaient sa technique pendant 40 heures par semaine étaient indistinguables de l'âge adulte, donc on voyait plus rien à l'âge adulte. Alors, cette chose-là, je dirais que c'est, à mon sens, c'est une des plus extraordinaires impostures scientifiques qu'il y a eu ces 50 dernières années. Pour moi, c'est aussi important comme imposture scientifique que la falsification des années 96 en Angleterre, où quelqu'un, vous savez, qui était vraiment mu par des intérêts financiers, s'était accoquiné avec une bande d'avocats pour pouvoir poursuivre les pharmaceutiques qui faisaient les vaccins en essayant de démontrer donc que c'était les vaccins qui causaient l'autisme. Ben pour moi, c'est deux choses qui sont à peu près du même niveau de fausseté. Parce que ça a véritablement entraîné toute la planète dans une intensification des interventions aux 2-5 ans, avec des conséquences absolument terribles. D'abord parce que ça aspirait tous les services consacrés à l'autisme par rapport au reste de la vie. Ensuite, parce que éthiquement, c'était très très problématique, qu'on faisait une promesse à des gens qui n'allaient pas être tenus, et que pour les gens qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de services, comme au Québec où ils avaient 15 heures ou 20 heures, etc., eh ben les gens, c'est l'exemple archi connu de gens qui hypothéquaient leur maison, c'est rare, mais c'est quand même arrivé, pour pouvoir offrir les 40 heures d'intervention par semaine. Je vois quelques têtes qui bougent, là vous en avez donc connu quelques-uns. Alors, j'ai le souvenir d'une émission pour le Rest of Canada où une famille anglophone, là, des plaines, avait mis des post-it partout pour se rappeler de ne jamais passer une minute à faire autre chose que de l'ABA dans leur vie, ce qui entraînait pour la vie familiale et pour les frères et sœurs une ambiance que vous pouvez imaginer. Alors, que dit la science de tout ça? Ben, la science a dit que ces études-là, elles étaient méthodologiquement fausses. Pour des raisons que je ne peux pas détailler parce que c'est long et compliqué et technique.
Mais au niveau des groupes contrôle, au niveau de la façon dont étaient prises les mesures, au niveau des biais pour les chercheurs, etc., tout ça était faux et finalement, ça n'était pas réplicable. Alors, vous aviez une situation très particulière parce qu'en même temps, vous avez eu plusieurs milliers d'études qui ont rapporté des effets favorables de l'ABA. Il ne s'agit pas de le nier. Mais toutes ces études, c'est la grande question qu'avait soulevée la chercheure autiste dans notre groupe, Michel Dawson, est-ce que 3000 mauvaises études valent une bonne? Ben, probablement pas. Et dans le domaine de l'intervention, il y a quelque chose qui s'appelle les randomized control trials, donc des essais que l'on fait à l'aveugle, avec des protocoles qui sont extrêmement lourds, hein, faut pas nier ça, qui ont été inventés en fait pour les médicaments, parce que vous savez que dans le cas des médicaments, il y a des gens très mal intentionnés qui veulent faire croire que les médicaments qu'ils ont inventés marchent, ce qui est très très bien quand ils marchent, mais ce qui est très mal quand ils marchent pas, et encore pire quand ils sont dangereux. Donc vous avez des protocoles pour démontrer qu'une intervention marche. Et ces protocoles-là, quand on les a appliqués à l'autisme, bah, ça s'est effondré. Ça s'est effondré au point, l'exemple qu'on cite toujours en Angleterre, c'est que les guides qui ont été faits en 2013, le guide du NICE, ne mentionnait même pas l'ABA comme intervention parce qu'ils considéraient que ça satisfaisait pas les critères d'une bonne intervention, qu'elle soit pharmacologique ou autre. Alors, depuis les années qui se sont écoulées, ce qui s'est passé, c'est que l'ABA lui-même s'est beaucoup modifié, que vous avez les gens qui ont, alors je ne peux pas aussi entrer dans les détails, mais les conditionnements aversifs ont été abolis. Vous avez eu aussi les gens qui ont été vers des études, des interventions plus naturalistes, qui se font dans le milieu, qui étaient de plus en plus axés sur ce que fait l'enfant spontanément, plutôt comme le début d'avoir une espèce de programme tout fait dans lequel on considère que les enfants doivent se plier tous de la même façon, hein, le fameux one size fits all. Donc, l'ABA, tel par exemple qu'il est encore pratiqué au Québec, s'est beaucoup modifié, s'est approché d'affaires naturelles et donc devenu éthiquement probablement meilleur, mais pas au point, et il faut dire les choses avec cette brutalité-là, pas au point de changer de façon drastique la trajectoire développementale d'un enfant autiste. Alors, quand vous rentrez dans le détail de ça, vous avez eu d'autres sortes d'interventions, dont une qui s'appelle le pacte, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, même si elle est très peu implémentée au niveau clinique, qui en gros consiste à un maximum de 50 heures distribuées sur l'ensemble de l'année, donc c'est comme 15-20 minutes par jour, où avec une guidance parentale, dans lequel les parents sautent sur un peu n'importe quelle interaction synchrone que l'enfant a avec eux pour en faire une deuxième quand l'enfant en fait une, en partant des intérêts particuliers ou autres de l'enfant. Et ça, il y a eu des études qui, elles, sont très très fortes au niveau méthodologique, qui ont montré que ça donnait de petites transformations effectives de l'enfant. Et dans certains cas, quand on arrange les données de la bonne façon, disons, vont pouvoir vous faire passer en dessous du seuil diagnostique de la DOS d'un point quand vous êtes au-dessus du seuil diagnostique de la DOS d'un point. Donc, quelque chose qui sur le papier peut dire, ah ben on a fait qu'ils sont sortis du diagnostic, mais quand vous regardez l'importance du changement, c'est cliniquement non significatif. Vous ne pourriez pas le voir à l'œil nu si vous voulez. Alors, ça revient à dire quelque chose. Je ne sais pas du tout d'où vous partez. Là, je vous connais pas, hein, je ne sais pas l'idéologie générale qu'il y a dans vos services d'intervention, mais la chose qui me semble, la chose qu'il faut partir, c'est que au niveau de l'acquisition du langage et au niveau de la réduction des comportements répétitifs, mettons, si on s'est fixé ça comme but, eh bien, il n'existe actuellement aucune technique qui peut significativement changer ça. Alors vous pourriez vous dire, bon, ben, on plie bagage, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Ça pourrait être considéré comme démoralisant, mais il faut surtout pas que ce soit le cas. Donc ça, et en particulier, il y a une méta-analyse d'une très très grande rigueur qui va probablement bouleverser certains d'entre vous, qui est sortie, je crois, il y a 2 ans, d'une femme qui s'appelle Sandbank au Texas, et il y a quelques petites choses de bien qui se font quand même au Texas, et qui a montré que le temps que l'intensité de l'intervention n'était pas reliée à l'importance des changements. C'est en prenant toute la littérature planétaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bouleversant pour des gens qui se sont battus la moitié de leur vie pour passer de 10 heures d'ABA à 30 heures d'ABA.
il existe en fait aucune démonstration que le plus soit le mieux. Et je dois ajouter que la démonstration que le plus tôt soit le mieux est extrêmement faible. Il y a de petites indications, mais certainement pas au point de bouleverser tous les services pour ça. Puis c'est à mettre en balance avec les erreurs de diagnostic qui sont faites dans certains cas quand on le fait trop tôt. Alors, là, je vous ai donné 15 minutes une espèce d'état des sciences extrêmement pessimiste, qui est résumé par la grande chercheure anglaise qui a maintenant à peu près 300 ans, qui s'appelle Patricia Olin, qui a dit qu'il n'existait aucune méthode d'intervention qui pouvait changer la trajectoire développementale d'un enfant autiste. L'autisme est plus fort que nous. Ça pourrait être les mauvaises nouvelles. Maintenant, je vais vous donner les bonnes nouvelles qui vont avec ça. Les bonnes nouvelles, c'est que quand on prend 100 autistes, 100 autistes prototypiques, hein, des vrais de vrais, des où tout le monde serait d'accord que c'est des autistes. Et puis qu'on les regarde à 8 ans, ben vous en avez à peu près 80% qui arrivent à communiquer, quoi qu'on ait fait. Alors, qui arrivent à communiquer, attention, c'est extrêmement variable. Donc, je vais vous dire ce que je dis à tous les parents quand je fais un diagnostic d'un autisme prototypique, mettons à 3 ans. Je leur dis, des enfants comme le vôtre, actuellement au niveau scientifique, vous en avez à peu près 5-7%, c'est pas très sûr, qui resteront complètement non-verbaux. Pas plus que ça, mais il y en a quelques-uns. Vous en avez à l'opposé ce qu'on appelle les optimal outcomes, autour de 10-15%, où quand on les voit à l'âge adulte, on sera incapable de dire qu'ils avaient été autistes quand ils étaient petits. Hein? L'autisme est peut-être la seule condition où vous avez une telle variation dans le développement, quoi que vous fassiez. Et point capital pour nous les intervenants, on n'est à peu près pas capable d'avoir des prédicteurs. Alors évidemment, la majorité des gens, ils se situent entre ces 5% et puis les 15%. Eh ben, on va dire que vous en avez à peu près 50% qui vont arriver à communiquer, qui vont arriver à se débrouiller, mais on verra toujours que c'est des autistes à l'âge adulte. Puis vous en avez, mettons, à peu près 20-25% qui vont vraiment pas parler très bien, mais qui pourront parler quand c'est nécessaire. Alors, ce que ça signifie, c'est que l'incapacité que l'on a actuellement de vraiment faire qu'un autiste non-verbal parle plus vite qu'il va parler de toute façon, elle est contrebalancée par le fait qu'il semble appartenir à la logique de l'autisme de récupérer une partie du langage à partir de, selon les enfants, les plus tôt vers 3 ans, mais certains, ça va jusqu'à 5, 6, 7 ans, et il y a des cas publiés de verbalisation après 10 ans. Très rare, mais ça existe. Alors, ça, c'est ce que on appelle l'acquisition du langage en baïonnette. Ça veut dire que jusqu'à 18 mois, l'enfant présente dans la plupart des cas, pas tous, mais la plupart des cas, à peu près aucun signe visible. Ensuite, aux alentours de 15-18 mois, vous avez une régression des quelques mots que l'enfant connaissait, ou alors, s'il n'a pas encore acquis le langage, commence juste un plateau de 2-3 ans sans langage. Et puis après, vers 3 ans et demi, il commence à faire des écolalies, il commence à faire du langage stéréotypé et il se met à acquérir en 2 ou 3 ans un langage plus ou moins communicable. Alors, tout ce que je vous ai dit sur l'intervention, on arrive par exemple à faire conclure que l'orthophonie, comme session, des sessions d'orthophonie, mettant face à face, quand l'enfant est non-verbal, sont pas vraiment utiles. Ce qui est utile, c'est d'expliquer ça aux parents et d'expliquer diverses techniques. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec le hand leading, qu'est-ce qu'on fait avec éventuellement avec les pictogrammes, avec 5 signes de substitution, etc. Mais c'est certainement pas des sessions d'orthophonie. Alors, ça c'est le premier gros paquet que je voulais vous dire aujourd'hui. Deuxième gros paquet sur qu'est-ce qu'on a appris qui est plutôt optimiste depuis mettons, dans les 10-15 dernières années. Alors, et là, il va y avoir des choses qui viennent du groupe de Montréal, mais qui sont comme acceptées par la communauté scientifique maintenant, puis qui sortent un peu partout de la même façon. Vous avez tous entendu parler de techniques d'intervention dans lesquelles, au lieu de faire du behaviorisme, on essayait de booster les interactions sociales et d'enrichir
la communication sociale et la réciprocité en mettant l'enfant dans des situations qui vont maximiser les interactions sociales. Euh, Vous savez sans doute que les résultats n'ont pas été à la hauteur des premières publications qui avaient été absolument triomphalistes à ce niveau-là. Le principe de ces techniques-là, c'était que, comme un enfant typique, ça apprend le langage de façon sociale, ça apprend le langage avec l'attention conjointe, ça apprend le langage en pointant, etc. Enfin, tout ce qu'on sait tous par cœur. Ben, comme les autistes pointent pas, n'imitent pas, ne regardent pas dans les yeux et font pas d'attention conjointe, ben, si on les pousse ou si on les contraint ou si on les encourage à faire ça, ça va réenclencher un mécanisme normal de langage. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'était l'idée que finalement, pour faire apprendre le langage à des enfants, il faut les faire reprendre le train qu'ils ont raté. Hein, ils ont raté le train de l'attention conjointe, mais on va les remettre dedans. Ça suppose, ça part d'un axiome que les autistes apprendraient le langage comme nous. Et ça, c'est peut-être ce qui a le plus changé dans les connaissances sur l'autisme dans ces dernières années. Parce qu'on a beaucoup de raisons. D'abord, le raisonnement, c'est ben, s'ils apprenaient le langage comme nous, pourquoi qu'ils ne l'apprennent pas alors? Pourquoi qu'ils ne l'apprennent pas? On pourrait dire qu'ils ne l'apprennent pas parce qu'ils ne font pas d'attention conjointe. Mais pourquoi on n'arrive pas à leur faire faire de l'attention conjointe? Ou alors, même si on ne sait pas pourquoi, si on n'arrive pas à provoquer de l'attention conjointe, bah, ça ne va pas marcher. Le fameux Denver modèle dont je vous parle, eh ben, il ne va pas marcher puisqu'on n'arrive pas à leur faire acquérir de l'attention conjointe. Ou alors, ils vont de façon vide de sens regarder là où on pointe, mais ça ne va rien changer. Alors, la chose qui a mis la puce à l'oreille aux gens que peut-être les autistes apprenaient de façon différente, ça a été deux choses. La première, ça a été une méta-analyse de regarder si, mettons, quand vous prenez 100 autistes, vous savez qu'il y a une certaine hétérogénéité, même dans des autistes francs, puis vous regardez dans les autistes, mettons à 2 ans et demi, vous en avez qui en ont un petit peu d'attention conjointe, puis vous en avez qui en ont pas du tout. Ce qu'on a regardé, c'est est-ce que ceux qui ont un petit peu d'attention conjointe, ils vont mieux parler quand ils auront 7 8 ans, leur niveau de langage sera meilleur, ce qui nous indiquerait que chez les autistes vrais, il y a un certain rapport entre le niveau d'interaction sociale puis le niveau où ils vont acquérir le langage. Le résultat est désastreux. Ce qu'on voit, c'est que les autistes qui finissent par parler, vous avez vu que dans la statistique que je vous ai donnée, vous en avez quelque chose comme 15-20% qui parlent tellement bien qu'on se rend compte de rien, puis vous en avez plein d'autres. Tous ceux, je sais pas, mettons 40 ans, puis qui ont l'occasion de voir des gens qu'ils ont vus comme autistes à 4 ans, vous savez qu'il y en a un certain nombre, vous voyez, mais c'est pas possible, jamais j'aurais pensé qu'ils parlent comme ça. Hein, vous êtes tous fait cette réflexion-là. Eh bien ça arrive quoi qu'on fasse. Et ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a aucune relation entre l'attention conjointe et l'apprentissage du langage, ben ça veut peut-être dire que c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. C'est ça le sens du titre de ma présentation. Intervenir tôt, oui, mais comment? Alors, deuxième partie qui nous a donné une idée de c'est bien beau tout ça, mais ces autistes qui arrivent à parler sans le faire comme nous, puisque nous étant, il y a peut-être des autistes parmi vous probablement, mais nous étant les non-autistes, en l'occurrence, moi je suis pas autiste une miette, donc si nous, quand on a appris le langage pour nous, c'était l'espèce de bruit qui sortait de la bouche de maman. Hein, on le regardait parce qu'on est orienté pour le langage, mais parce que ça venait de la bouche de maman, c'était du social. Mais si on n'est pas spécialement intéressé au visage de maman, ça va pas marcher fort fort. Donc, un peu partout sur la planète, il y a des gens qui se sont rendus compte, ça a commencé étrangement en Tunisie, il y a des gens qui se sont rendus compte d'un fait, c'est que les autistes qui parlent, ils vont pas parler comme leurs parents. Alors, en Tunisie, c'est très marrant, vous avez quelque chose qui s'appelle le Modern Standard Arabic, qui est une sorte de langue livresque. C'est un petit peu, pour faire une comparaison, ce qu'au Québec pur laine, on va appeler le français Radio-Canada.
hein. Donc un français hyper normé, avec des grands mots, avec hyper grammatical, etc. Et en Tunisie, vous avez ça pour les discours politiques et la télévision. Mais les gens du commun, on va dire, ils parlent une sorte d'arabe dialectal qui est très, très, très différent du moderne standard arabique. Et il y a un gars qui s'est rendu compte là-bas qu'il y avait 5 autistes là-bas qui parlaient le moderne standard arabique que leurs parents n'étaient même pas capables de parler. Donc ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Où est-ce qu'ils l'ont appris? Ça veut dire qu'ils l'ont appris avec la télé. Et puis, ça a été publié. Puis alors là, vouf, partout sur la planète, les gens se sont rendus compte, ben oui, les autistes, ils parlent pas la langue de leurs parents. Et nous, on a montré, par exemple, récemment, que les lettres et les chiffres, ça, je vais vous parler de ça aussi, sont systématiquement apprises en anglais dans le Québec francophone. Et nous, on voit au Québec, comme chez vous, on a des gens de toute la planète. Et les gens, ils vont pas du tout parler. Ils vont pas du tout parler anglais. Nous, on a une très forte communauté haïtienne où les gens, bon, ceux qui sont passés par les États-Unis, ils sont anglophones, mais ils parlent pas forcément anglais entre eux. Ils parlent en général créole. Et l'enfant va en général n'avoir aucun intérêt pour le créole et va apprendre les chiffres et les lettres en anglais. On a la même chose pour les gens du Bangladesh, du Vietnam et les Québécois pur laine. Donc ça a été extrêmement important parce que ce que ça veut dire, c'est que les enfants qui apprennent le langage, ils vont l'apprendre en fait via les écrans. Et vous avez tous probablement cet exemple d'enfants qui ont appris les lettres et les chiffres. Ils connaissent l'alphabet avec 2 ans d'avance, donc ils n'ont aucun langage communicatif, ils sont considérés comme non-verbaux par les parents. Quand vous leur demandez est-ce que votre enfant parle, non, il ne parle pas. Puis après, quand vous leur demandez est-ce qu'il connaît les lettres et les chiffres, ah bah oui, il connaissait l'alphabet à 2 ans, mais c'était en anglais. Et puis ils ne considèrent pas que c'est du langage. Parce que ça, il communique pas. L'enfant, il fait ce qu'on appelle des nominations automatiques, c'est-à-dire que quand les parents vont dans un centre d'achat, l'enfant, quand il voit des lettres, il va dire A, B, C, D, mais il le dit pour lui tout seul, il dit pas comme un petit enfant typique, montrer à la maman qu'il connaît le nom de la lettre A. Il le dit pour lui. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les enfants autistes, ils ont l'air, ce qu'ils n'arrivent pas à faire au niveau social, attention, il n'y a pas de miracle, ils arrivent à en faire une partie en non social. Donc, avec des écrans, dans le temps, c'était avec les prières, les publicités, tout ce qui est langage non social répété toujours de la même façon. Mais le fait que ce soit un humain qui le dise, au début, c'est pas vraiment un avantage pour eux. Alors, ce que ça signifie, ben, c'est qu'il faut peut-être complètement renverser la position qu'on a vis-à-vis des tablettes. Alors, il ne s'agit pas de les attacher devant une tablette, attention, la tablette, ça reste addictif. Et puis, après 5 ans, il y a les mêmes problèmes pour les autistes avec les tablettes qu'avec n'importe qui d'autre. Mais il est tout à fait possible que dans les premières années, l'accès à 2 heures d'écran dans la journée avec en les orientant vers ce vers quoi ils s'orientent spontanément, c'est-à-dire des comptines d'alphabétisation, dans lequel, qui font, parce qu'ils s'orientent spontanément vers les lettres et les chiffres, ce qui est d'ailleurs très intéressant, eh bien, c'est quelque chose qui va les amener, ce qu'on observe, ce qu'on a publié, régulièrement vers les formes, les lettres, les couleurs, les noms d'animaux, toujours des nomenclatures, et puis avec 2 ans, 3 ans de retard, ils finissent par coller 2 mots ensemble, mais avec un énorme retard des verbes par rapport aux noms, mais ils finissent par y arriver. Alors, c'est à peu près là qu'on en est sur l'apprentissage non social. Attention, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas encore jusqu'à quel point cet apprentissage autodidacte des chiffres et des lettres va effectivement les aider dans le langage ultérieur. Ça, on n'a pas la publication pour ça encore. Mais ce qu'on sait, c'est 2 paquets de choses. Un, vous en avez la moitié qui apprennent les lettres et les chiffres tout seuls. Deux, ceux qui parlent, ils l'ont appris indépendamment de la qualité des interactions sociales qu'ils avaient. Voilà à peu près, je vous ai résumé en une trentaine de minutes ce qui fait qu'on doit probablement réorienter nos positions vis-à-vis de l'intervention. Mais je voudrais maintenant vous dire un peu d'autres choses sur l'intervention. Ce que je pense, alors vous êtes tous des intervenants, c'est que l'utilité qu'on peut encore avoir avec les familles, c'est probablement pour beaucoup plus pour des situations de crise ou des situations hautement problématiques que pour acquérir des connaissances. À mon sens,
J'allais dire, si on me demandait mon avis, vous me le demandez, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire ce que je vous propose. À mon sens, l'énorme puissance de travail de tous les intervenants qui existent maintenant en autisme, au lieu d'essayer de forcer sur la communication, il pourrait comme se déplacer vers un support pour l'acquisition de la propreté, un support pour dire aux parents ce qu'il est inutile de faire. Parce que tous les gens d'entre vous qui sont assez âgés pour avoir fait de l'ABA doivent se souvenir à quel point il produisait des crises dans l'ABA. Faut pas oublier que Lovas, il avait dit, l'enfant crie, l'enfant hurle au début, mais c'est pour son bien. Et donc, vous aviez plein de gens qui avaient accepté que l'ABA, ce soit hyper pénible en disant, de toute façon, il faut que ça passe ou que ça casse. Discutable au niveau éthique. Donc, donner des répits aux parents, montrer aux parents qu'on peut avoir ce qu'on appelle le tutorat latéral, là, le type d'interaction dans lequel on fait quelque chose à côté de l'enfant pour soi-même en donnant le même matériel à l'enfant, par exemple avec des lettres et des chiffres, aux parents en le faisant soi-même, ça c'est très utile. Mais faire des sessions avec l'enfant à répétition dans l'espoir qu'en augmentant le nombre d'heures, on va augmenter la qualité du langage, c'est probablement pas vraiment utile. Une autre intervention qui me semble qu'il faut avoir avec les parents, c'est deux choses que je trouve au niveau éthique sont absolument essentielles. C'est convaincre les mamans de ne pas arrêter de travailler. Parce que énormément de gens gardent encore de l'ABA l'idée. D'abord, moi, à toutes mes évaluations, j'explique aux parents que c'est pas de leur faute si l'enfant est autiste. Et je m'aperçois qu'une fois sur deux, la maman elle pleure parce qu'elle en était persuadée. Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'elle a mangé quelque chose, parce qu'elle était déprimée au moment de la grossesse, parce qu'elle a eu un petit frère, parce que le mari l'a quitté. Toutes les raisons sont bonnes, mais les mamans s'accusent toujours. Bon, donc ça c'est vraiment utile. Parce que je trouvais ça extraordinairement émouvant quand la madame qui ne l'avait pas dit, qu'elle pensait que c'était de sa faute, disait je l'ai toujours pensé. Donc, comme les gens pensent ça, souvent, ben, ils se disent je vais réparer ça en passant le plus de temps possible avec mon enfant autiste. Et puis, qui c'est les perdants de tout ça là-dedans? Ben, c'est les frères et sœurs. Donc, la règle de bon sens, essayez d'aller faire vos courses juste avec votre fille, puis que ce soit le papa qui s'occupe de l'enfant autiste de temps en temps. Faites des choses juste avec vos enfants de façon séparée de temps en temps, c'est capital. Moi, j'ai été marqué à vie, c'était pas en autisme, c'était en schizophrénie, par la sœur d'un schizophrène qui s'était tué, probablement à cause de ça. Parce qu'elle avait fait une espèce de trouble d'attachement du fait que ses parents s'occupaient juste du frère. J'avais trouvé ça, ça m'avait marqué à vie. Mais en autisme, vous avez ça de façon très fréquente. Les frères et sœurs sont très culpabilisés en disant, j'ai comme pas le droit de parler de moi. Parce que c'est lui parce que les gens pensent vraiment que plus on va s'en occuper, ça va le changer de façon drastique. Hein. Donc ça, je pense que c'est très utile. Je pense aussi que favoriser la scolarisation, nous on a les maternelles 4 ans, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais favoriser la scolarisation, euh, avoir par exemple, et ça je pense que vous pouvez faire énormément, avoir un jugement sur la qualité éducative de la garderie. Beaucoup de parents au Québec vont dans des garderies familiales et n'ont pas de jugement sur la qualité des garderies. Ils ne s'autorisent pas à avoir un jugement. Si vous, vous y allez et puis que vous vous dites, ben, il ne me semble pas terrible cette garderie-là, ben, je pense que vous pouvez vraiment libérer les parents en disant, bon, on va essayer de trouver quelque chose de mieux. Ça me paraît hyper utile. Parce que ça va vous prendre 3 jours, puis après, l'enfant, il va être, pendant 3 ans, il va être dans cette garderie-là. Ça change quelque chose. Alors écoutez, là, il est 40. Moi, c'est vraiment le message que je voulais vous passer. Je préférerais maintenant, Madame Dubouchette, si vous voulez bien qu'on fonctionne par question, parce que j'imagine que ça va en soulever quelques-unes. J'ose Vous avez croire le droit de ne pas aussi. être d'accord, hein, mais dites-le si vous n'êtes pas d'accord. C'est très intéressant, Monsieur Motron. Donc, oui, j'invite les gens, là, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Que vous aimeriez réagir ou susciter des questions. J'aime beaucoup ce que vous apportez, notamment au niveau du bien-être. Donc, le parent, comment prendre soin de soi, c'est aussi une intervention Oui. qu'on essaie de préconiser. Il y a une question ici de Lady Guerra. Oui.
J'ai deux questions. Ma première question, c'est au niveau des écrans. Donc, vous avez parlé qu'avoir accès aux écrans, ça peut être bénéficiaire pour l'apprentissage et l'acquisition du langage. Est-ce qu'il y a des études? Puis aussi au niveau de, parce qu'on ne peut créer une addiction non plus, mettons, à la séparation mettons, la tablette ou quoi que ce soit, parce que des fois, il y a comme certaines Oui. crises qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Alors, bah oui, c'est la question, c'est la vraie question. Bon, là, en fait, ce qu'on recommande, nous, simplement, c'est que ce soit couplé avec les emplois du temps visuels à la Teach, donc que la demi-heure ou l'heure d'écran, le début et la fin, soient associés à quelque chose qu'on va montrer à l'enfant. Il y aura toujours des crises au début, mais au moins, ça le convaincra qu'il va la retrouver quand il la perd. Donc, associer ça également à une horloge avec des lettres digitales ou analogiques, plutôt analogiques. Les autistes sont en général assez rapides et bons pour comprendre les horloges analogiques. Maintenant, donc, il y a des crises au retrait, mais on a l'impression, nous, que ces crises, les parents sont ritualisés dans le don et le retrait de la tablette, et plus l'enfant rentre dans cette routine-là et l'accepte. Maintenant, au niveau des données là-dessus, les données qu'on a, c'est l'apprentissage autodidacte de langues autres que celles des parents. C'est la donnée scientifique solide, c'est ça. Maintenant, je vous redis, la façon dont ça va aider au langage ultérieur, on ne le sait qu'indirectement parce qu'on sait que ces mêmes enfants on le sait pour ce qu'on appelait l'hyperlexie dans le temps, les enfants qui ont des sortes de capacités de lecture sans comprendre au début sont en général des enfants qui vont finir par lire en comprenant quand ils auront 7 8 ans. Ils partent avec une meilleure lecture, un meilleur décodage que compréhension, mais la compréhension rejoint le décodage et ça finit par être plutôt des lecteurs compulsifs autrement. Alors, un point sur lequel je voudrais insister, c'est la différence, c'est l'importance de l'âge pour ça. Encore une fois, le, le- les, cet intérêt des tablettes ne vaut que parce que c'est en fait la seule source de langage écrit auquel ont accès des enfants non-verbaux à un certain âge. Mais dès qu'on arrive à 5 ans, probablement que ça s'inverse. Et attention, je ne défendrai pas du tout la surexposition aux tablettes chez les autistes à partir de 5 ans, où là, ça devient addictif. Et on voit en particulier des préados ou des ados autistes qui ont des gros, gros, gros problèmes d'addiction. Euh, alors, là, il y en a deux sortes. Il y en a, c'est la bête addiction de toute la planète aux jeux vidéo. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu intermédiaire. C'est une sorte d'addiction à Internet pour avoir des informations. Ou alors là, je pense qu'il faut être beaucoup, beaucoup plus tolérant, mais également avoir quand même une contrainte d'horaire, mais avec une autre logique, parce qu'un autiste qui s'intéresse à l'Égypte ancienne et qui va sur le web pour trouver pour regarder des images de pharaons, eh bien, si il a pas, si on a, c'est pas de lui-même qui fera autre chose que ça. Il va juste faire ça. Donc, il faut absolument pas lui supprimer, mais il faut arriver à le rentrer dans le reste de la vie. Hein. En sachant aussi un espèce de principe qui est apparu ces dernières années, qui va beaucoup contre les idées qu'avaient les behavioristes dans le temps, c'est quand vous ôtez l'intérêt particulier d'un autiste, eh bien, faut pas croire que magiquement, il y a autre chose qui va revenir à la place. Quand vous ôtez l'intérêt particulier d'un autiste, c'est comme quand on vous arrache une dent. Hein. Il n'y a pas automatiquement quelque chose qui revient à la place. Merci, je trouve ça super intéressant. Ma deuxième question, c'était à propos, moi je travaille dans un milieu où il y a des personnes défavorisées. Oui. Vous parlez de les garderies. Euh, à quel point c'est un facteur important parce que des fois, les familles n'ont pas nécessairement soit le temps ou l'argent d'avoir accès à une meilleure éducation. Alors, les garderies sont, je crois, plus chères chez vous que chez nous. Il semble que ce soit la fierté du Québec qui soit pas trop cher, je ne sais pas. Mais bon, en gros, un enfant autiste standard dans les garderies, il suit les routines. Il suit les routines, il n'a aucun intérêt à chanter avec les autres, etc. Mais il suit les routines et il accepte très très bien que les autres soient à côté de lui.
les enfants autistes qui ont un évitement actif, c'est-à-dire qui vont à l'autre côté de la pièce quand on est trop près d'eux, c'est minimal et ça régresse quand ils sont en garderie. L'intérêt de la garderie, c'est de les faire accepter les humains. Et que quand ils vont aller à l'école, se trouver au milieu d'humains ne va pas être trop dépaysant pour eux. Moi, je ne crois pas tellement que ça va avoir des vertus d'augmenter la socialisation, mais ça va augmenter une espèce de socialisation passive. C'est ça, je pense. Il faut, mais les CPE, c'est vrai qu'au Québec, on est très fiers des CPE. Les CPE qui sont vraiment bons, ils comprennent très bien que leur idéal, c'est pas que ils se disent pas, je fais pas mon travail si l'enfant fait pas la ronde avec les autres. Pour eux, ils disent, j'ai fait mon travail si l'enfant, il accepte d'être avec les autres, point. Puis qu'ils vont, ça va pas plus loin que ça. Donc pour moi, c'est ça l'utilité des garderies. Et puis c'est aussi la possibilité de faire comme les parents, c'est-à-dire mettons pour un enfant qui a un intérêt particulier avec les lettres et les chiffres, ou mettons avec les alignements d'animaux qui fait des classements catégoriels de tous les animaux de la jungle, selon la couleur ou selon la grosseur, eh ben, il va tout à fait accepter qu'un autre enfant fasse ça à côté et éventuellement qu'il y ait des échanges sur l'objet d'un intérêt particulier, mais il faudra à ce moment-là que la garderie intervienne pour pas que les enfants attendent un niveau de réciprocité qui est celui habituel. Donc je crois que les garderies sont très très utiles pour les raisons que je viens de vous dire, sous condition qu'elles ne se mettent pas à devenir nuisibles parce qu'elles ont des attentes trop élevées en socialisation. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette question. Beaucoup d'entre nous sont issus des centres éducatifs, donc que ce soit des directions ou du personnel éducateur qui œuvre auprès des enfants. Donc, c'est pertinent pour nous d'avoir votre point de vue là-dessus. Je vais Bon. laisser Sandra poser la prochaine question. Merci. Considérant les stimuli dans les services de garde, on a quand même dans notre réalité des classes de 16, parfois de 24. Est-ce que les enfants sous le spectre de l'autisme ont autant les capacités de pouvoir s'investir dans leurs apprentissages que si on retire des stimuli, qu'on fait des classes plus petites? Est-ce que cette vision-là, elle est toujours bonne? Bon, grande question également. Bon, au Québec, vous savez qu'il y a eu une sorte de marche arrière sur l'intégration qui était un peu la politique idéale dans les années 2000. Et maintenant, avec les classes TSA, les autistes qui sont intégrés en maternelle, en classe régulière, c'est vraiment très rare. Et c'est vraiment des enfants qui ont déjà un très bon langage, aucun problème de comportement, etc. Alors, euh, la, la- moi, je vous avoue que j'ai une préférence pour une solution qui tient compte du niveau de langage de l'enfant. Si l'enfant s'est déjà à peu près correctement verbalisé, pas de façon optimale, hein, mais a un langage lui permettant de faire des demandes et de comprendre un certain nombre de demandes, bah, ça le met à égalité avec des immigrants récents qui vont avoir un français ou un anglais cassé, et finalement, il ne va pas spécialement parler plus mal que des gens qui sont arrivés depuis un an. Donc, il y a une très grande tolérance au Canada sur le niveau de langue qu'on va accepter pour l'enfant, mais il faut quand même qu'il en ait un peu. Si par contre, il est encore en pleine période de langage stéréotypé, il va pas pouvoir. Donc je crois pour moi, la solution de la classe spéciale de 6 en école régulière, dans lequel à chaque année, on se pose la question de est-ce que l'enfant peut et combien de temps intégrer une classe régulière, est la plus souple. Parce qu'en même temps, les raisons d'intégrer ou de ne pas intégrer varient énormément par enfant. Vous avez des enfants, mettons, un exemple classique qu'on a ici, imaginez un enfant qui soit, qui ait récupéré le langage très vite, qui a un QI non verbal élevé et qui comprend tout ce qui se passe, même s'il est encore très autiste dans ses comportements, mais qui a un symptôme aggravant, il met les doigts dans les yeux des autres enfants. Vous avez tous vu ça, hein. On ne sait pas pourquoi il y a des autistes qui mettent les doigts dans les yeux. Bon, quand on est parent puis qu'on a un enfant dans une garderie, on devient très égocentré fasciste. On ne veut pas que notre enfant, il ait un autre enfant qui lui mette les doigts dans les yeux. Donc ça fait des problèmes absolument terribles. Bon, ben cet enfant-là, même s'il pourrait totalement aller à l'école régulière, juste à cause de ce problème-là, il ne va pas pouvoir aller en école régulière. Donc ce sera une question de symptômes aggravants. Un autre enfant, mettons, qui a une sélectivité alimentaire de fou qui ne mange uniquement
que des dolmades ou tel truc qui est fait par moment et qu'ils refusent totalement de manger à l'école, bah, ça peut poser un problème même pour l'école spéciale. Hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire enfant par enfant, éviter une position dogmatique comme on avait au Québec il y a 25 ans, de dire faut l'intégration. Un peu sur le modèle, si vous voulez, de ce qui s'est fait en psychiatrie adulte en Italie, où à un moment donné, ils ont dit, ah, plus d'hôpitaux, on met tout le monde à la rue. On sait qu'il y a eu des désillusions là-dessus. Donc ce serait un peu ma position d'être très individualisé, mais il ne faut pas abolir les classes spéciales, c'est sûr. Mais il faut que les gens, moi ce qui m'inquiète beaucoup au Québec, c'est que les gens qui travaillent dans ces classes-là sont très très inégaux. Vous avez des gens super formés, qui sont incroyables, et vous avez des gens où quand j'apprends ce qu'ils font, je suis quand même un peu inquiet. Et il n'y a pas chez nous d'uniformisation de la formation et de vérification un petit peu de la qualité ou de ce qu'ont dans la tête les gens qui font ça. Et ça, moi, ça m'inquiète un peu. Pareil, mais on a la même chose dans les CRDI au Québec, où vous avez encore des jusqu'au-boutistes de l'ABA, et vous avez des gens, au contraire, qui sont très, très en avance. C'est pas homogène. Il y a en fait une extrême liberté, c'est très décentralisé. Et moi, je trouve qu'il faudrait quand même plus être un peu plus homogène. Parce qu'il y a des choses qui sont plus vraies et des choses dont on sait maintenant qu'elles sont vraies. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Puis je vais juste faire le commentaire. Quand effectivement, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il existe plusieurs méthodes d'intervention, plusieurs écoles de pensée, puis c'est parfois difficile de Oui. s'y retrouver en tant que parent, en tant qu'intervenant. Alors, c'est sûr que, alors, je vois ça, moi, je m'excuse, je peux parler vraiment au nom du Québec, mais en tant que franco-ontarien, vous devez avoir l'habitude. Mais c'est sûr que on a toujours eu tendance à voir ça sous l'angle de la liberté individuelle. En particulier, il y a quand même eu un ministre qui a dit, on l'a dit, il nous l'a dit vraiment, hein, ah ben moi je peux pas, ministre de l'Éducation, je tiens à préciser, qui a dit, ah ben moi j'ai aucun pouvoir sur ce que font les écoles, ce qui est quand même une perle pour un ministre qui est ministre de l'Éducation. Euh, je l'avais trouvé un petit peu jaune. Parce qu'il me semble, étant moi médecin, je trouve assez normal que le collège des médecins, il aille voir si on fait pas des bêtises. Ça me semble normal. C'est la protection du public. Je trouve pas ça oppressant du tout. Bah, je trouve que dans le domaine de l'enseignement, hein, et puis aussi, pour parler de choses quand même problématiques, on sait que dans le domaine de, de l'intervention auprès des handicapés ou des enfants marginalisés, il faut absolument que ce soit transparent. Parce que des fois, il se passe des choses très problématiques avec les personnes handicapées. Donc, il faut absolument que ce soit totalement transparent. Donc, il faut qu'on sache ce que les gens font. Hein, il y a eu un scandale au Québec, à Laval, il y a quelques années, où il y avait un CRDI dans lequel ils faisaient des châtiments corporels de leur propre initiative. Ça a été un scandale terrible, national. Et les gens avaient développé une espèce de microculture de la violence. C'était une honte. Alors, évidemment, c'est rare. Mais il y a quand même régulièrement des garderies qui ne sont pas correctes. Et donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'une des choses que vous pouvez faire, vraiment, c'est aider les parents à choisir la garderie. Merci. Donc, je vais prendre une prochaine question. Donc, Naomi, puis ensuite Camille, et on pourra clore la rencontre. Bonjour, moi c'est Micheline. Ma question c'est un peu personnelle. Je travaille dans une garderie et j'ai un enfant de 10 ans, une petite fille de 10 ans qui a l'autisme. C'est Donc, votre enfant à vous? oui, la mienne. D'accord, ok. Est-ce qu'elle est Donc, verbale ou non? c'est difficile à dire. D'accord. Allez-y, allez-y. De temps en temps, elle peut, par exemple, si elle veut quelque chose, elle peut te dire I want juice. Ok, Donc, il y a des fois qu'elle verbalise, il y a des fois qu'elle essaie de chercher les mots, mais qu'elle ne trouve pas non plus. oui, Mais en général, elle verbalise pas vraiment. C'est quand elle d'accord, a besoin de quelque chose ok. qu'elle va aller chercher le mot pour te dire. Et parfois, il faut que tu devines selon les Alors, gestes. quelle est votre question? Ma question est la suivante, c'est à propos de l'exposition sur la technologie, les Oui, tablettes, la télévision. Comme tous les enfants, elle aime la tablette, la télévision, ce que je trouve normal. Tous les enfants aiment ça.
Mais quand elle a par exemple le téléphone ou la tablette, elle va pas rester sur cette vidéo Sochaux. Elle va jouer avec en permanence pour écouter le même mot elle a choisi. Donc, elle joue avec les doigts. Si c'est bonjour qu'elle a entendu que le son lui plaît, elle va répéter en Ok, permanence ok, oui. le même mot. Ok, donc c'est Est-ce que ça... tout à fait intéressant et exemplaire. C'est-à-dire, ce que vous décrivez là, c'est quelque chose que je dirais que des milliers de parents ont vu, mais ce qui a l'air particulier à vous, c'est qu'elle a l'air comme bloquée sur cet aspect-là. Alors, et qu'elle le fait, vous vous demandez si c'est pas comme un cul-de-sac, qu'elle va pas juste faire ça éternellement sans que ça l'amène au langage. Oui. Alors, dans la notion qu'on a, c'est que dans la mesure où pour un autiste, le langage ne sert pas à communiquer, mais qu'ils ont un certain intérêt pour le langage, elle n'a aucune raison elle-même d'aller plus loin. Par contre, ce que je vous suggère de faire, c'est d'avoir vous-même, quand elle fait ça, vous la mettez à côté de vous, et vous, avec une tablette, vous allez sur des applications, mais vous faites autre sorte de choses. Elle étant à côté. Et probablement qu'elle va vous regarder du coin de l'œil et qu'elle essaiera de faire autre chose. Mais elle les fera si elle a vu il y a autre chose qui est comme aussi intéressant, mais à peu près de même nature. Par exemple, vous passez différentes lettres ou différents mots, ou vous montrez des sous-titres. Enfin, vous taponnez de façon d'avoir d'autres sortes d'utilisation du langage avec la tablette, simplement en les faisant pour vous et devant elle. Et sans chercher spécialement à attirer son attention, parce que dès lors que vous avez aussi un instrument, elle va forcément regarder ce que vous faites. Et de façon différée, peut-être plusieurs jours après, vous pourrez la surprendre en train d'essayer d'autres choses en parallèle de ça. En tout cas, on peut faire le pari que c'est probablement comme ce qu'elle va faire. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'elle fasse ça, mais il faut comme l'exposer à d'autres choses aussi intéressantes pour elle que ça, mais qui débouchent sur plus de variabilité. Pour ça, ce que j'ai remarqué, je l'ai observé, bien sûr, c'est que les mêmes mots qu'elle essaie de remettre en boucle, à un certain temps, même quand elle n'a pas cette tablette ou devant cette télévision, elle va faire cette phrase elle-même, la Formidable, parler toute seule, formidable. probablement Bah, dans le bon contexte, ouais. et elle va répéter comme si elle se parlait à elle-même. Ben là, vous avez vraiment un extraordinaire exemple très très clair d'un enfant qui est comme à mi-chemin entre j'imagine qu'elle a été non-verbale assez longtemps, probablement, avant d'en arriver Elle là. a été jusqu'à, elle parlait jusqu'à 2 ans et quelques mois, 2 ans, 4 mois. Et elle a eu une opération des adénoïdes, je ne sais pas c'est quoi le Donc elle a eu une déclencheur. régression. Et après cette opération, elle a jamais reparlé. C'est arrivé à 3 ans et demi qu'elle a recommencé. Voilà, ben là, ce que Madame décrit, c'est ça le parcours en baïonnette. Donc un enfant qui acquiert le langage, qui le perd, qui a un plateau pendant 2 ans et qui reprend du langage stéréotypé après. Donc c'est exemplaire, c'est vraiment. Donc votre enfant vraiment, elle obéit aux règles d'apprentissage du langage. Alors ce que vous pouvez faire chez les enfants autistes, ce que vous pouvez faire, que je vous recommande de faire, c'est avec des lettres en plastique aussi, vous-même de faire des copies de lettres en plastique avec les mots que vous savez qu'elle utilise. Mais encore une fois, vous le faites pour vous-même, à côté d'elle. Et vous allez voir que si ça se trouve, elle s'intéresse aux mots plus qu'à l'informatique elle-même. Que ce qui l'intéresse là-dedans, c'est le mot. Mais que sa seule façon d'y accéder actuellement, c'est via la tablette. Alors, il semble qu'il soit l'heure. Là, moi, j'ai une évaluation cet après-midi, donc je vais devoir vous quitter. Est-ce que, en gros, ça correspond à ce qui vous intéressait ou non? Oui, oui, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence pour et ce riche partage de vos connaissances. Monsieur Motron, ça fait un honneur d'être parmi nous et de nous avoir inspirés par vos questionnements, vos curiosités. Ben, Euh, merci de votre invitation, en tout cas. Parfait. Je vais vous laisser aller si vous voulez. Je vais pouvoir clore avec les participants D'accord. si vous voulez nous quitter. Donc, merci infiniment pour votre présence.
Merci aussi à vous, chers participants, en espérant que vous repartez inspirés, désireux d'enrichir vos pratiques, soutenir le bien-être des enfants autisme. Euh, Nous profiterons de l'occasion de ce webinaire pour vous partager en primaire une trousse de sensibilisation à l'autisme destinée aux familles ainsi qu'aux personnes éducateurs œuvrant en petite enfance. La conception de cette trousse par l'équipe de la FCO fut possible grâce au financement de Société en français, au programme Petite enfance en santé de l'Agence de santé publique du Canada. Dans cette trousse, vous trouverez de nombreux outils permettant de faciliter la sensibilisation, l'acceptation de l'autisme au sein des milieux éducatifs francophones. Euh, donc, je vais vous la partager dans la boîte de discussion, mais elle vous sera également envoyée par courriel à ceux qui s'étaient inscrits à ce webinaire. Donc, je vous la partage ici en espérant que ça puisse soutenir certaines de vos stratégies que vous voulez mettre en place. Il y avait certaines questions qui n'ont pas pu être répondues sur quels sont les dispositifs mis en place dans les centres éducatifs pour accueillir les enfants autistes ou les ressources. Vous en avez quelques-unes là-dedans. Ce que je peux répondre de connaissance, c'est que ce n'est pas uniforme à travers la province, donc difficile de répondre ici. Il n'existe pas de cadre précis sur leur intégration selon la région et la ville ou les services offerts, surtout en français. Mais ici, vous trouverez certaines pistes de ce qu'est l'autisme, ce que n'est pas et comment vous pouvez favoriser leur bien-être tout au moins. Avant de vous quitter, il y aurait deux petites questions qui prendront même pas une minute de votre part. Si vous pouvez y répondre, ça serait important pour nous, à savoir si vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui, si ça répondait à vos attentes et vous avez des commentaires et suggestions. Ça nous aiderait à préparer de prochains événements. Donc, si vous voulez faire ça avant de quitter, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Puis au plaisir de vous recroiser dans un prochain 05 PEF. Au nom de la PCO, merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée.